Voilà, allons mes deux petits-fils là, réunis. Vous me posez les questions que vous voulez, hein. N'hésitez pas à m'interrompre, c'est un dialogue. Hein. Ok. Oui. Bon, alors, je pense que logiquement, il faut commencer par raconter l'histoire de l'univers. Qu'est-ce que l'univers et comment s'est-il formé, etc. Hein, je crois, pour comprendre le monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons. Alors voilà, vous avez regardé le ciel, bon, un beau soir d'été, vous avez vu le ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qu'on voit là, quand la nuit est tombée? Des étoiles. Des étoiles, d'accord. Des étoiles. Tu sais distinguer les étoiles des planètes? Pas tout. Parce que Il y a des moyens. l'étoile du berger, c'est une planète, c'est pas une étoile. Comment la distingue-t-on? Elle clignote pas? Elle ne clignote pas, exactement. Les étoiles scintillent, les vraies étoiles scintillent, celles qui sont des soleils, et les planètes ne scintillent pas. Et puis alors, quand on observe le ciel, on s'aperçoit que les planètes se déplacent parmi les étoiles, alors que les étoiles restent fixes. Elles font des dessins fixes. Hein. Quand vous regardez le ciel, est-ce qu'il n'y a pas une zone différente des autres parties du ciel? Il y a la Voie lactée qu'on peut distinguer. Oui, la Voie lactée. Qu'est-ce que c'est que cette Voie lactée? C'est la nôtre de galaxie. Enfin, c'est plus dense en étoiles parce que. Voilà, c'est une région. Pourquoi l'appelle-t-on Voie lactée d'ailleurs? Parce que c'est plus clair, donc on pourrait dire que c'est comme une traînée de lait. Exact, une traînée laiteuse. C'est une traînée laiteuse de lumière. Et quand on braque un microscope là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a des étoiles en pagaille à la Voie lactée, beaucoup plus qu'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a beaucoup plus d'étoiles. Cette Voie lactée qui traverse le ciel de part en part, une large courbe dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le disque de notre galaxie qui coupe un peu notre vision du ciel, je pense. J'ai compris personnellement. Ça veut dire que notre Soleil fait partie d'un groupe d'étoiles qui n'est pas sphérique. Quelle est sa forme globale? C'est presque un disque, mais plus. Voilà, exactement, presque un disque. Alors, dans la grande dimension, le grand diamètre du disque, vous voyez toutes les étoiles qui s'accumulent, parce que la dimension est beaucoup plus grande. Donc, en fait, nous faisons partie, notre Soleil fait partie d'un amas d'étoiles de forme aplatie, on appelle ça une ellipsoïde de révolution, peu importe. En fait, il y a deux bras qui s'enroulent en spirale, comme ça. Bon. Et c'est ce qu'on appelle une galaxie. Galaxie, galactère en grec veut dire le lait, Voie lactée. Voie lactée. Et notre galaxie s'appelle en effet la Voie lactée. Et alors, nos instruments d'observation du ciel, les télescopes, ont augmenté leur puissance de plus en plus, et on s'est aperçu que, regardez ceci, regardez cette image, vous la voyez? Ah ouais. C'est l'image que le télescope Hubble a donnée du ciel, ce qu'on appelle le champ profond galactique. Et on voit une multitude de petites galaxies. Certaines sont rondes, d'autres sont aplaties, en spirale, etc. Une multitude d'autres galaxies. Autrement dit, notre galaxie n'est pas la seule dans l'univers. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, beaucoup d'autres, attention, les chiffres sont faramineux. Notre galaxie à nous, c'est en fait 100 milliards d'étoiles analogues à notre Soleil. Certaines sont beaucoup plus grosses d'ailleurs. Et des galaxies, on sait qu'il y en a plus de 100 milliards dans l'univers. Voilà quelle est la dimension réelle de l'univers. C'est faramineux. Alors, on a analysé la lumière qui vient de ces galaxies lointaines. Vous savez, avec un spectroscope, on peut décomposer la lumière en radiations de longueurs d'onde différentes. Le rouge, c'est les grandes longueurs d'onde, 0,4 micromètres, 0,8 micromètres, et le violet, c'est les longueurs d'onde plus courtes, 0,4 micromètres. 0,4, 0,8, c'est toute la lumière visible. Au-delà de 0,8, ce sont les grandes longueurs d'onde invisibles, c'est ce qu'on appelle
vous en avez entendu parler sûrement. Les infrarouges. Non, L'infrarouge, bravo, l'infrarouge. Et de l'autre côté, du côté violet, les du ultraviolets. côté des petites longueurs d'onde, plus rapide, donc, c'est le Ultraviolet. ultraviolet. Bravo Aldo, l'ultra, c'est l'ultraviolet. Des radiations plus rapides que le violet. Mais on ne les voit pas. On peut les détecter avec des instruments. Et alors, on s'est aperçu que la lumière qui nous vient de ces galaxies lointaines, elle est déformée. Le spectre n'est pas à sa place. Par exemple, la raie caractéristique de l'hydrogène. L'hydrogène, il y en a partout dans l'univers. Elle est déplacée vers le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut comprendre un truc, ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau. Par exemple, quand une voiture, la sirène d'une voiture de pompier s'approche de vous, qu'est-ce que vous remarquez? Ça devient de plus en plus aigu. Pardon? On l'entend de plus en plus aigu, Exactement, de plus en plus aiguë. Mais quand elle s'éloigne, de plus en plus grave. de plus en plus grave. Pourquoi? Parce que le son est un phénomène vibratoire. Or, quand la source sonore se rapproche de vous, elle vous envoie une onde à l'instant T et l'onde suivante à l'instant T plus 1. À l'instant T plus 1, la source sonore n'est pas à la même place que de là où elle vous a envoyé la première onde sonore. Elle est moins loin, elle se rapproche. Et donc la deuxième onde a eu, pour venir à vos oreilles, a eu à franchir un chemin moindre. Donc elle vous arrive plus vite. Et donc vous avez l'impression subjective, fausse bien sûr, que le son est plus aigu que la réalité. Et quand c'est le contraire, quand la sonde s'éloigne, quand la source s'éloigne, c'est le contraire. L'onde de l'instant T plus 1 a mis plus de temps à vous arriver à l'oreille que l'onde émise à l'instant T, et vous avez l'impression que le son est plus grave. Il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde quand la source sonore s'éloigne. Or, la lumière est un phénomène ondulatoire également. Et donc, si la raie de l'hydrogène se déplace vers le rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle se rapproche du coup, je crois. C'est que, non, plus longue, longueur d'onde plus longue, le rouge. S'éloigne, ouais. Longueur d'onde plus longue. C'est que la source lumineuse s'éloigne. Et donc, ces galaxies lointaines s'éloignent de la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'univers est en train de se dilater. Il est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Alors, on a mesuré ce décalage. Et on s'est aperçu qu'il y avait une relation de proportionnalité. Plus la galaxie est éloignée de l'anneau, plus vite elle s'éloigne de nous. Mais c'est bizarre, ça. Autrement dit, si on renverse le temps, les galaxies les plus lointaines se rapprochent de nous plus vite que les galaxies qui sont proches. Et donc, ça veut dire que dans le passé, toutes ces galaxies, elles étaient au même endroit. Elles étaient à la même place. Mais alors, toute cette matière concentrée en un point unique, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les physiciens ont calculé et ils ont dit non, ce n'est pas possible. Ce n'était pas de la matière. C'était de la pure énergie. On sait depuis Einstein, depuis le début du XXe siècle, que E égale mc2. M, c'est la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Et E, c'est l'énergie. Autrement dit, la matière, c'est en fait de l'énergie. C'est de l'énergie figée, concentrée et figée. Autrement dit, dans l'univers, il y a deux sortes d'énergie. Une énergie figée qui nous apparaît sous forme de particules et une énergie vive qui bouscule ces particules dans tous les sens, qui les fait s'entrechoquer, qui les agite dans tous les sens et qui fait qu'il y a une température de la chaleur. C'est ce mouvement des particules qui engendre la chaleur. Plus ces particules se déplacent vite et s'entrechoquent avec violence, plus c'est chaud. Voilà.
Alors voilà ce qu'on a découvert. Alors maintenant, mais cette matière, d'où vient-elle? En plus, c'était de l'énergie. Comment s'est formée la matière? Eh bien voilà. À l'origine, c'était donc une espèce d'énorme boule de feu qui s'est dilatée. Bon. Mais attention, elle ne s'est pas dilatée dans un espace qui existait déjà, non. Elle s'est dilatée dans un espace qu'elle crée elle-même. Il n'y avait pas d'espace autour d'elle. On ne sait pas ce qu'il y avait. On ne peut pas imaginer cela. Cette boule de feu s'est dilatée en créant en même temps l'espace que nous connaissons, l'espace de l'univers, et le temps, puisque Al-Shad a montré que l'espace et le temps étaient liés, l'espace-temps. Et donc cette boule de feu, en se dilatant, a créé l'environnement, le cadre de notre univers, le cadre d'espace et de temps de notre univers. Bon, c'est difficile à imaginer, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est comme ça. Et alors cette boule de feu s'est progressivement refroidie en se dilatant. Alors elle se refroidit, et alors là, à une certaine température, il y a eu ce qu'on appelle, les physiciens appellent une transition de phase. Et des corpuscules sont apparus, c'est-à-dire de la matière condensée, figée. Ces corpuscules, au tout début, c'est ce qu'on appelle des quarks. Q-U-A-R-K, des quarks. Des gluons et des électrons, 300. L'électron est une toute petite particule qui possède une charge électrique négative. Le quark est une particule plus grosse qui possède une charge électrique également. Il y a deux sortes de quarks. Les quarks up, anglais up, ça veut dire en haut, dont la charge est de plus 2/3 de la charge de l'électron. Et le quark down, down en bas, Du coup, si c'est positif. dont la charge est de moins 1/3 de la charge de l'électron. Et les gluons sont d'autres particules, comme leur nom l'indique, glues, qui vont coller les quarks. Et ces gluons vont coller les quarks 3 par 3. Ou bien ils collent 2 quarks up avec un quark down. Ça fait combien de charge électrique ça? 2 fois plus 2/3 et une fois moins 1/3. Alors 2 fois plus 2/3, ça fait 4/3. Moins 1/3, ça fait Quoi? Ça fait pile 1. Non, ça fait 1/3. Ça fait 3/3. 4/3 moins 1/3. Et 3/3, ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait plus 1. Alors, ça fait des corpuscules plus gros qui portent une charge, la même charge que l'électron, mais en positif. Et ces particules plus grosses, on les appelle des, devinez, vous les connaissez, des, Mais non, des molécules. les électrons en positif. Ah, des protons. Ouais. bien, bravo, des protons. Charge plus 1. Mais c'est gros, hein, les protons sont près de 2000 fois plus gros que l'électron. Ça fait de gros machins quand même. Et puis d'autres particules avec un seul quark up et 2 quarks down. Donc plus 2/3 moins 2 fois 1/3, ça fait 0. 0. Neutres, ils sont neutres électriquement. Et on les appelle des Neutrons. neutrons. On les appelle des neutrons. Voilà comment sont nées les particules élémentaires de la matière. Ça fait très vite. Hein. À la 4e minute après le Big Bang, je ne vous ai pas dit que cette explosion initiale, on l'a appelée, on peut par dérision au début, mais le mot est resté, l'expression est restée Big Bang. Big Bang. Donc 4 minutes après le Big Bang, ces protons et neutrons existaient déjà. Et comme c'était encore très chaud, ces protons et neutrons se sont un petit peu associés entre eux. Par exemple, un proton s'est associé à un neutron. C'est ce qu'on appelle une fusion thermonucléaire. Ça se produit à haute température et à haute pression.
Et les températures et les pressions à cette époque étaient très élevées. Et donc, un proton et un neutron ont fusionné pour donner naissance à un noyau de deutérium. Le deutérium est un isotope de l'hydrogène. Isotope, ça veut dire que ces deux noyaux ont la même charge électrique, hein, plus 1, celle du proton, mais ils n'ont pas le même poids, parce qu'un neutron pèse aussi lourd qu'un proton. Enfin, le deutérium est 2 fois plus lourd que l'hydrogène. Et puis, 2 protons ont fusionné avec 2 neutrons pour donner une masse plus importante qu'on appelle un noyau d'hélium. Sa charge est de plus 2, puisqu'il y a 2 protons. Et comme cette boule de feu se dilate encore, température refroidie, alors, chose curieuse, les électrons viennent tourner autour de ces noyaux atomiques, de ces protons, de ces noyaux atomiques. Comme ils ont une charge négative, ils sont attirés par ces noyaux qui sont positifs. Mais ils ne tombent pas dessus. Ils restent à une certaine distance et ils tournent autour. Très curieux. Alors, autour d'un proton seul, combien d'électrons va se mettre? Un seul. Hein? Oui. Un proton, c'est une charge positive. Un électron, c'est une charge négative. Un seul, ça suffit. Hein? Ça neutralise la charge positive. Donc, il va se mettre à tourner autour. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène. C'est le plus petit de tous les atomes de la matière. Autour du deutérium, noyau de deutérium, un proton et un neutron, un seul électron, pareil, puisque la charge est de plus 1. Donc, un proton, moins 1, ça neutralise, tout le monde est content, et l'électron tourne autour du noyau de deutérium. Ça fait un gaz, analogue à l'hydrogène, mais un peu plus lourd. Il aura les mêmes propriétés que l'hydrogène. Et autour du noyau de l'hélium, alors là, hein, il y a 2 protons, ce sont 2 électrons qui viennent tourner autour. Alors, ils tournent autour, ils se mettent sur à la même distance, ce qu'on appelle la même couche. Et là, ils sont très contents parce que cette couche est saturée. Cette couche, première couche, ne peut supporter que 2 électrons. Parce qu'il faut savoir que les électrons ne sont pas de simples particules. Ce sont aussi des ondes. Ils se comportent soit comme des particules, soit comme des ondes, selon les circonstances, etc. C'est très compliqué à comprendre ces choses-là. C'est pas très rationnel. Mais ce qui est sûr, c'est que ces électrons, comment dire, ils dansent autour ils exécutent des danses, des figures. Alors, cela forme des cercles, on fait une sphère, mais en plus, ils tournent autour d'eux-mêmes. Ils pivotent sur eux-mêmes. L'un vers la gauche, l'autre vers la droite. On appelle ça le spin des électrons. Bon, peu importe. Donc, ils tournent sur eux-mêmes, et puis ils tournent autour d'un noyau, un peu comme notre Terre qui tourne autour du Soleil. Elle tourne sur elle-même, mais elle tourne aussi autour du Soleil. C'est pareil. Ce sont des mouvements complexes. C'est très curieux ce qui se passe au niveau des atomes. Voilà, alors maintenant l'expansion continue à se faire. L'univers est fait uniquement d'hydrogène, de deutérium et d'hélium. Et cette masse énorme se dilate, elle se morcelle. Elle forme des filaments de matière qui vont former plus tard les galaxies. Au sein de ces futures galaxies, ce gaz se comprime lentement sur lui-même parce que ce gaz, c'est quand même de la matière. Et vous savez que la matière attire la matière. C'est ce qu'on appelle l'attraction universelle, que Newton a bien précisé, enfin, déterminé. Donc, ces gros nuages d'hydrogène, d'hélium et de deutérium se ramassent sur eux-mêmes progressivement. Et au cœur de ces nuages, la pression monte. Et quand la pression monte, vous savez bien, quand vous comprimez de l'air dans votre pompe à vélo, qu'est-ce qu'elle fait la pompe?
Elle chauffe? Elle chauffe, bien sûr. Alors, ces masses énormes de gaz qui se compriment sur elles-mêmes s'échauffent en leur cœur. La température monte, la pression monte, la densité monte. Et alors, un beau jour, quand cette température atteint 10 millions de degrés et cette densité atteint 100 grammes par centimètre cube, alors là, 3 noyaux d'hélium fusionnent. Pour donner, alors un noyau d'hélium, c'est 4 particules, c'est 2 protons, 2 neutrons. 3 noyaux d'hélium qui fusionnent, ça va donner des noyaux de combien de particules? 6. Non. Fois 4, 12. 12. Ouais. 12. Eh bien, 12 particules, c'est la masse atomique du carbone. 12, C égale 12. Ouais. Vous avez dû étudier ça en chimie. C'est la masse atomique du carbone. Un noyau d'hélium peut s'ajouter en plus, un quatrième noyau d'hélium peut s'ajouter. 12 plus 4, ça fait 16. Qu'est-ce que c'est 16? L'oxygène. L'oxygène. Et voilà le carbone et l'oxygène qui apparaissent au sein de ces étoiles primitives. Ces étoiles, elles brillent, elles sont très chaudes, elles brillent, elles irradient. Ce sont des étoiles de première génération, comme on les appelle. Elles étaient énormes, ces étoiles. Elles continuent à s'écraser sur elles-mêmes. La température continue à monter à 100 millions de degrés et une pression de 100 kg par centimètre cube. Alors là, 2 noyaux de carbone peuvent fusionner pour donner le noyau de magnésium. Et tous ces nouveaux atomes qui se forment, ils vont tous au centre? Ou Et alors ces atomes, ils sont au centre pour le moment, oui, ils sont au centre. Ils se forment progressivement dans le noyau, ça fait dans un le cœur de l'étoile. du coup? Et puis, à ces 2 carbones peut s'ajouter un noyau d'hélium. Dans ce cas-là, le magnésium, c'est 24. 24, son masse atomique, c'est 24. Et ça donne un noyau de masse atomique 28, c'est le silicium. Et ainsi de suite, progressivement, des noyaux de plus en plus gros se forment à mesure que la température, que la pression s'élève au cœur de ces étoiles. C'est ainsi que se sont formés les grands noyaux, des éléments chimiques que vous connaissez, que nous connaissons tous. Et cela est allé jusqu'à l'atome de fer. Elle fait 56 nucléons. Mais à cette température-là et à ces pressions-là, l'étoile ne supporte plus ces températures, ces pressions. Elle explose. Elle explose. Et ce qu'on appelle une supernova. Pourquoi? Parce que les astronomes, même les astronomes anciens, ont vu dans le ciel apparaître des étoiles nouvelles. Comme ça, de temps en temps, on voit apparaître dans le ciel une étoile nouvelle. Elle va briller très fort, elle va briller pendant quelques semaines, quelques mois, mais son éclat va disparaître progressivement. Et on sait maintenant que ces étoiles nouvelles et transitoires, c'était en fait des supernovae qui explosaient. Et alors, cette explosion, évidemment, développe des pressions considérables, encore plus importantes que celles qui existaient dans les étoiles de première génération, de sorte que lors de cette explosion, prennent naissance des noyaux atomiques encore plus gros que le fer. Le plomb, l'or, le platine, toutes sortes, jusqu'à l'uranium, 238 nucléons, particules nucléaires, on appelle ça des nucléons, c'est des protons et neutrons. Ce sont des noyaux qui ont reçu des pluies de neutrons telles que ces noyaux comportent beaucoup plus de neutrons que de protons. Ils sont surchargés en neutrons. Sinon, c'est pas Voilà comment la matière s'est formée. Donc en 3 phases. Vous voyez, la première phase dans le nuage primitif, juste après le Big Bang, hydrogène, deutérium, hélium. Deuxième phase dans les grosses étoiles, de l'hélium jusqu'au fer. Et troisième phase lors de l'explosion des supernovae pour les plus gros atomes.
Alors, maintenant, revenons à notre système solaire. Le système solaire, la Terre, le système solaire, ça nous intéresse le plus. Alors voilà, lorsqu'une supernova explose, elle forme des noyaux très très gros, bon, à des températures et des pressions considérables. Et ensuite, la supernova se dilue. Par exemple, en l'an 1054, les astronomes chinois avaient vu apparaître dans le ciel une étoile nouvelle. Ils ont pris note de la position de cette étoile. Et plus récemment, quand nous avons eu, nous, des télescopes beaucoup plus puissants, on a regardé cette région du ciel au télescope. Vous savez ce qu'on a vu? Un nuage de poussière. Un nuage de poussière. On l'a appelé la nébuleuse du crabe. Du crâne? Le crabe, parce que le crabe, les pattes qui vont dans tous les sens, elles avaient un petit peu cette forme-là. Autrement dit, ces supernovae, quand elles explosent, elles engendrent un nuage de poussière qui se dilate dans l'espace progressivement et qui se refroidit. Mais à mesure que ce nuage se refroidit, ces atomes très lourds, ces atomes très lourds qui se sont formés lors de l'explosion, eh ben, ils ne vont pas tous rester intacts. Certains vont se trouver déstabilisés. Et alors, tous ces protons qu'ils ont accumulés, ils vont s'en débarrasser. Hein. Ils vont les éliminer. On appelle ce phénomène la radioactivité. Ils peuvent émettre des neutrons, des noyaux d'hélium même des fois, c'est-à-dire de protons, de neutrons. On appelle ça les radiations alpha, peu importe les termes. Ils émettent des radiations comme ça, des neutrons, des neutrons, et des noyaux d'hélium, etc. On appelle ça la radioactivité. Et cette radioactivité, évidemment, dans le temps, elle diminue progressivement. Donc la radioactivité, elle diminue. D'abord, elle est très intense, puis elle diminue progressivement. Mais pendant plusieurs milliards d'années, elle peut rester mesurable. On a des appareils pour mesurer la radioactivité. Et quand on mesure la radioactivité des éléments terrestres qui sont autour de nous, on s'aperçoit que ces éléments sont nés à deux périodes différentes, à peu près à 100 millions d'années d'écart. Il y a 4,6 milliards d'années, donc disons 4,6 et 4,5 milliards d'années, à peu près à 100 millions d'années d'écart, il y a deux groupes d'éléments, en fait, qui constituent le système solaire. Ça veut dire que la matière du système solaire est faite d'un mélange d'atomes provenant de deux supernovae différents, qui auraient été exposés à 100 millions d'années d'écart. La première supernova, elle explose, elle fait un nuage de poussière, comme ça. Et l'autre, 100 millions d'années plus tard, qui explose là, un autre nuage qui se... Et les deux nuages se sont rencontrés. Or, un nuage sphérique qui rencontre un nuage sphérique, qu'est-ce que ça donne à la rencontre? Un disque. Ça donne une espèce de forme discoïde, à une sorte de disque, hein, une sorte des ellipsoïdes de révolution, hein, comme ça. Alors cette matière-là, à l'intérieur de ce disque, elle n'est pas en expansion. Ce sont des particules qui se rapprochent. Hein. Leur mouvement est contraire. Elles se rapprochent. Et voilà ce qui a engendré le système solaire. Un disque de poussière. Ces poussières, ce n'étaient pas des atomes seuls, c'était déjà des molécules, c'est-à-dire des agrégats d'atomes. Parce que les atomes, ils ont tendance à se réunir en molécules. Hein. Pour qu'ils reçoivent un peu d'énergie rayonnée, un petit peu de lumière, ils s'unissent pour former des molécules. Donc c'était des molécules, c'était des grains de sable, c'était des petites pierres, c'était des choses comme ça. Hein. Et ce nuage, les particules se rapprochent. Et ce nuage, en plus, tournait sur lui-même, comme ça, lentement, tournait sur lui-même. Alors, ces particules se sont rapprochées, mais si le nuage ne tournait pas sur lui-même, elles se seraient condensées toutes en une boule unique. Mais comme il tournait sur lui-même, il y avait une force centrifuge, il faisait qu'elles se sont ramassées en un disque central important, mais autour,
d'autres petites boules, de petites sphères, plus petites qui tournaient autour. Et ça a donné au centre, la grosse boule centrale. Qu'est-ce que ça a donné? Le soleil. Le soleil, une étoile de seconde génération. Parce que cette matière qui sera encore très radioactive, elle venait de se former, très fortement radioactive, cette matière, en se rapprochant en boule comme ça, en se ramassant sur elle-même, a engendré beaucoup de chaleur. Et cette boule, elle s'est mise à briller. Et ça a donné le soleil actuel qui brille toujours. Pourquoi il brille toujours? Parce qu'à cette température-là et à ces pressions-là au centre du soleil, eh bien, il y a des fusions thermonucléaires, comme au début. Des fusions thermonucléaires. L'hydrogène, le deutérium fusionnent pour former de l'hélium. Et ça dégage de la chaleur. Donc le soleil entretient sa chaleur. Il brûle son hydrogène. Et on a calculé qu'il pouvait brûler encore. Il brûle depuis 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, mais il peut briller encore autant, encore au moins 4 milliards d'années. Parce qu'il brûle progressivement son hydrogène, il entretient sa chaleur. On aimerait bien pouvoir faire ça sur Terre, hein. Provoquer la fusion thermonucléaire, ça nous permettrait de fabriquer de l'énergie quasiment d'une façon inépuisable avec 3 fois rien. Un peu de deutérium, d'hydrogène, de tritium, des trucs comme ça qui sont susceptibles de fusionner. Ça serait merveilleux, mais on ne sait pas encore le faire. C'est dommage. Alors, donc, ce soleil brille, et autour, eh bien, ça, c'est la condensation a donné les planètes, ce qu'on appelle les planètes. Mais cette condensation est incomplète. D'ailleurs, notre Terre elle-même reçoit encore beaucoup de petites pierres qui tombent. Il y en a une qui est tombée dans mon jardin il y a quelques mois. On appelle ça des météorites. Il en tombe des milliers de tonnes chaque année, hein, sur Terre encore. Mais cette accrétion, comme on l'appelle, cette accrétion était très très importante au début. Et puis elle va en décroissant dans le temps. Donc ces planètes ont grossi progressivement, elles grossissent encore un petit peu, mais ces planètes ont gardé leur élan, sur leur élan, elles continuent à tourner autour du Soleil. Celles du centre tournent plus vite, celles de la galaxie tournent moins vite, bien sûr, mais elles tournent. Ces planètes, vous les connaissez. La plus proche du Soleil, c'est laquelle? Mercure. Oui. Mercure, bravo, Mercure. Ensuite, laquelle? Ensuite, celle qu'on voit près du Soleil couchant, vous savez, l'étoile du Berger, toujours du côté du Soleil couchant, parce qu'elle est proche du Soleil. Vénus. Et la troisième, c'est laquelle? C'est Uranus. C'est Mars. Vous avez les pieds dessus. Ah, Vous avez les pieds dessus, c'est la Terre, la troisième. Terre. Okay. Et la quatrième? On n'est pas très loin. On espère y aller un jour. C'est Mars. Mars, c'est Mars. Et après Mars, c'est la grosse Jupiter, la plus grosse Jupiter. Quand on regarde au télescope, on voit que des nuages. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et après Saturne et son anneau. Après Uranus. Après Neptune. Et la dernière, on l'a sortie de la catégorie des planètes parce qu'elle est vraiment très petite. Très petite, c'est Pluton. Bon. Voilà. Et puis au-delà, il y a encore des petites particules qui tournent. Ces petites particules, des fois, ce sont des météorites, ce sont des rochers, vous voyez, mais elles tournent. Mais des fois, il y en a une qui s'égare. Et elle vient près du Soleil. Alors, comme le Soleil la chauffe, elle émet des radiations, et elle émet ce qu'on appelle une chevelure, c'est-à-dire des petites particules incandescentes qu'elle traîne derrière elle. Comment on appelle ça? Une chevelure brillante, une comète, ça s'appelle une comète. Et la comète fait un tour. Alors pendant quelques mois, on la voit, puis après elle disparaît, parce qu'elle va très très loin, elle retourne dans son domaine au-delà de Pluton. Puis
puis elle revient périodiquement. La comète de Halley, par exemple, elle est apparue plusieurs fois. Ça peut, voilà, ce sont des noyaux cométaires au-delà de Pluton. Voilà donc notre système solaire, comment il est constitué. Voilà, vous avez des questions à poser là-dessus? Oui, comment elle a fait du coup pour se former la Lune? Alors la Lune, on pense que c'est une très grosse météorite qui est tombée sur la Terre et qui aurait creusé la fosse du Pacifique, paraît-il. Elle aurait arraché un morceau du manteau de la Terre qui se serait satellisé autour de la Terre. Voilà ce qu'on suppose. Bon, c'est une supposition. Ça veut dire qu'elle a exactement la même composition que la Terre, du coup. Le manteau terrestre. Ouais. Que le manteau, plutôt. Le manteau terrestre. Alors, qu'est-ce que le manteau, justement? Alors là, on va revenir. La Terre, expliquons. La Terre, donc au début, la Terre, c'était une boule. C'était une boule, mais d'une matière très radioactive. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à la Terre? Très radioactive, donc très chaude. Très, très chaude. Alors, les roches, quand elles sont très chaudes, qu'est-ce qu'elles font? Du magma? Je vous ai donné la réponse. Du magma? Oui, je vous ai dit qu'est-ce qu'elles font. Elles fondent. Elles fondent. Oui, elles forment un magma, comme tu dis. Des espèces de purée visqueuse. La Terre est devenue comme ça, tout entière. Elle a fondu. Elle a fondu. Seulement cette Terre, elle était faite d'hydrogène, d'hélium, mais aussi de fer, de nickel, d'oxygène, de carbone, de calcium, etc., de tous les éléments chimiques mélangés. Et ces éléments n'ont pas le même poids. Il y en a des lourds, le plomb, l'or. Il y en a de légers, l'hydrogène, l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont sédimentés selon leur poids. Au cœur de la Terre se sont ramassés les atomes les plus lourds, majoritairement du fer et du nickel, mais aussi de l'or, du platine, des métaux rares sans doute, en quantité, ça on ne peut pas le savoir. Ils sont allés au centre. Ils ont un noyau central qui forme le noyau de la Terre. Comme il est riche en nickel et en fer, ça on le sait, on l'appelle Ni-Fe, nickel-fer, Ni-Fe. Autour sont ramassés des atomes intermédiaires, le magnésium, encore du fer, bien sûr, le calcium, etc. Ça a donné ce qu'on appelle le manteau terrestre, ce manteau qui est encore à l'état visqueux, peu fondu, comme la lave des volcans. Et puis à la périphérie, peu à peu, se sont dégagés, s'est formé une croûte dure. Au début cette croûte était basaltique. Et autour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, autour, c'était des liquides. Des liquides. Des molécules plus légères. Après, les liquides, ça peut être des sels minéraux liquéfiés, etc. Et puis, autour, encore des gaz à ces températures-là. L'eau était plutôt gazeuse, c'était de la vapeur d'eau. Et puis, le CO2, et des gaz, des vapeurs, voilà, des gaz. Donc, la Terre, vous voyez, elle s'est sédimentée comme ça. Les éléments les plus lourds au centre, les éléments les plus légers à la surface. Simplement, à cette époque, le Soleil brillait très fort. Et les radiations lumineuses du Soleil ont, accéléré les atomes d'hydrogène et d'hélium au point qu'ils ont été soufflés par les rayons du Soleil. Ils ont été éliminés. Les 3 planètes les plus centrales, les 4 planètes même, le Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ont une atmosphère relativement pauvre. Pourquoi? Parce que tout l'hydrogène et l'hélium ont été soufflés par les rayons du Soleil. Ils ont été envoyés, expulsés en direction au-delà de l'orbite de Mars. Et c'est le malheureux Jupiter qui a écopé de tout ça. C'est lui qui a ramassé tout ça, tout cet hydrogène, cet hélium. C'est pour ça qu'il disparaît sous un épais manteau
de gazeux et qu'on ne peut pas voir sa surface. Hein. C'est des planètes gazeuses, Saturne aussi, etc. Les planètes externes sont riches, une atmosphère riche en gaz légers, hydrogène et iode, qui sont très rares chez nous, au contraire. Sauf à l'état de molécules, à l'état de combinaisons chimiques, bien sûr, comme dans la molécule de. Voilà. Et alors, donc, peu à peu, la température de la Terre, tout ça, ça s'est calmé, Le manteau terrestre qui bouillonnait littéralement, alors il bouillonnait, au début il bouillonnait, il a laissé échapper des gaz, CO2, gaz carbonique, le méthane, des acides, tous les gaz qui émettent les volcans actuellement. Bon, tout ça a fait une atmosphère très lourde, beaucoup de vapeur d'eau, de gaz carbonique, etc., d'azote. Et puis, peu à peu, ça s'est calmé. Alors, le manteau, lui, ça s'est calmé. Alors, peu à peu, dans le manteau, les éléments les plus légers sont venus à la surface. Ils sont venus se solidifier à la surface du manteau. Et ces éléments les plus légers étaient riches en silice. Ça a donné le granit. Le granit, plus léger que le basalte, flotte sur le basalte. Le basalte reste liquide, il flotte. Et ce granit, peu à peu, s'est accumulé. Il a formé une croûte à la surface de la Terre, une croûte granitique. Et cette croûte granitique, eh bien, figurez-vous, nous avons les pieds dessus, c'est le socle des continents terrestres. Ces continents qui continuent à se déplacer à la surface du manteau, parce que le manteau est toujours très chaud, donc il remue. Il y a des courants de convection qui se font dans ce manteau. Alors, ces courants de convection entraînent les continents à droite et à gauche, c'est pour ça qu'il y a une dérive des continents. Mais bon, cette dérive est très lente, heureusement pour nous. Il y a des continents qui se rencontrent, ça fait des chaînes de montagnes. Il y a des continents qui se fissurent, et ça fait des mers qui s'ouvrent, hein, comme la mer Rouge actuellement. Quand la Méditerranée est en train de se refermer maintenant, parce que l'Afrique est en train de remonter vers l'Europe. Alors, elle a poussé l'Espagne devant elle. L'Espagne a télescopé le sud de la France, ça a fait les Pyrénées. L'Italie a télescopé le sud de l'Europe de l'Ouest, ça a fait les Alpes, et les Apennins, etc. Vous voyez, donc tout ça, c'est en mouvement, bien sûr. Il y a des volcans, quand il y a des fissures, le magma peut passer à travers, et puis ça fait des volcans, hein, l'Etna, etc. Il y a des volcans sous l'eau, sous les océans. Le rift qui traverse l'Atlantique, ce sont des volcans sous-marins. Et puis ces volcans sous-marins arrivent à affleurer en Islande. En Islande, c'est un rift à la surface du sol, etc. Et donc cette terre est encore vivante. Voilà donc notre Terre formée. Alors peu à peu, eh bien, l'atmosphère va refroidir progressivement, la vapeur d'eau va se condenser, et ça va faire de la pluie, beaucoup de pluie. Hein, le déluge, je ne sais pas si c'est de là, mais là, il n'y avait aucun être vivant pour observer ce déluge. Hein. Mais en tout cas, ça a été un déluge. Et cette eau a entraîné avec elle, elle a dissous avec elle les sels minéraux qui étaient sur le sol déjà, qui avaient précipité, et puis elle a emporté avec elle le CO2, le gaz carbonique, qui est très soluble dans l'eau. Et cette eau, donc, elle est tombée sur Terre, elle a dissous les sels minéraux, elle est devenue salée, ça a fait l'eau des mers et des océans. Elle a dissous le CO2, le gaz carbonique, et ce gaz carbonique s'est combiné au calcium, les sels minéraux, au chlorure de calcium, etc. Il y avait de l'ion calcium dans cette eau, ça a donné le calcaire. Et ce calcaire a précipité sous forme de roche. Ce gaz carbonique s'est combiné également au magnésium pour donner la dolomie. La dolomie a formé également des bancs dolomitiques. Et tout ça, ça a structuré l'écorce terrestre, bien sûr, dans des roches sédimentaires. C'est comme ça que la Terre s'est construite progressivement. Mais c'est comme ça que des milliards de tonnes de CO2 ont été piégées dans ce calcaire et cette dolomie. Voilà. Donc, à peu près, comment s'est formée la Terre.
Voilà. Donc, maintenant, ce qui va rester à expliquer, c'est comment la vie s'est développée sur cette planète, bien sûr. Mais je crois que là, il est temps de s'arrêter. J'ai dû vous saturer un peu. Là. Vous êtes saturé, hein? Non, ça va. Oui, oui, c'est très bien. Je pense que si tu veux, on peut couper pour un premier cours Voilà, c'est ça. maintenant, ouais. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour la seconde partie du cours. Hein. Je pense que ça peut se faire en 2 parties. Au moins, Oui, au moins, oui. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci, Super, papa. merci. Ça va, je vous ai pas trop, Non, non. comment dire, bassiné. Non, ça va, c'était très clair. Ouais. Mm. Aldo, tu as pu suivre à peu près? Ouais. C'est des fois un peu difficile à suivre. Ouais. Mais il y a quand même plein de choses que je savais pas. Ouais. Je me Ouais, serais ouais, jamais ouais. imaginé que. Et toi, Yuri, tu devais savoir beaucoup de choses de tout ça, déjà. Ouais, bien sûr, mais j'ai quand même appris des trucs aussi. Genre Tu les as quand même comètes, appris des je trucs. sais pas ce que c'était, par exemple, et puis ouais, des trucs comme ça. Et le télescope Hubble, il a pris cette photo-là. Cette photo-là, vous la voyez? Ouais, Ouais. c'est une nébuleuse, ça? Ben ça, c'est ce qu'on appelle, oui, c'est une nébuleuse, c'est une pouponnière d'étoiles de seconde génération. Vous voyez? Ce sont des poussières qui forment des nuages et au sein desquels la condensation se produit et ça engendre des étoiles de seconde génération, donc comme notre Soleil, exactement. Ce sont de futurs systèmes solaires qui se forment là. C'est Hubble. Le Hubble, c'est un télescope qu'on a mis en orbite autour de la Terre, à 600 km d'altitude autour de la Terre, donc hors de l'atmosphère. Parce que ce qui est gênant pour les télescopes terrestres, c'est les turbulences dues à l'atmosphère. Ça bouge, ça déforme les images. Alors là, Hubble nous a donné des images remarquablement claires de ces formations très très lointaines, hein, comme celle des galaxies lointaines que je vous ai déjà montrées. Vous voyez? Ouais. Mm. Oui, les galaxies, je ne sais pas si vous distinguez la forme. Ça, c'est Oui. L'année prochaine, on va mettre en orbite un autre télescope encore plus puissant que Hubble. Il va nous apporter des images encore plus qu'on va découvrir, bien sûr. Hein. Voilà, allez, on arrête là.